Alors, le cours d'aujourd'hui va porter sur les origines de Rome. Alors, c'est une période qui est très vaste, puisqu'elle s'étend du milieu du 8e siècle jusqu'au début du 3e siècle avant Jésus-Christ. Très vaste, mais à propos de laquelle on ne sait pas grand-chose, finalement. En tout cas, pour les 2 premiers siècles et demi. Alors, cette période, traditionnellement, est divisée en deux. En effet, de 753 à 509, un régime royal est mis en place, tandis qu'à partir de 509 jusqu'en 27 avant Jésus-Christ, c'est l'époque de la République. Mais je vous ai dit qu'on ne va pas voir la totalité de la période consacrée à la République, puisque les 2 derniers siècles, les 3 derniers siècles feront l'objet d'un cours la semaine prochaine. Alors, commençons d'abord sur cette date légendaire de 753. Je dis bien date légendaire. En effet, on n'a pas, pour cette période-là, de source écrite. C'est bien plus tard que des historiens, plusieurs siècles après, ont fixé cette date de 753, ne faisant d'ailleurs que reprendre une tradition. Si vous prenez maintenant la date d'arrivée ou de fin de la royauté, 509, il s'agit aussi d'une date qui prête à interrogation. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, lorsque nous avons étudié l'histoire d'Athènes, il y avait une date essentielle par laquelle débute l'époque classique, qui était 508. Et 508, c'est la date à laquelle Clisthène entame ces grandes réformes qui vont donner à Athènes son système démocratique. Donc il est un petit peu curieux de voir que Rome entre en République en 509, alors que Athènes, elle, met au point son système démocratique à partir de 508. On voit que là, il y a un lien, évidemment, qui est lié, je dirais, à une question de préséance, de primauté, de priorité dans l'histoire, et que Rome a voulu se mettre quasiment en synchronie par rapport à l'installation de la démocratie à Athènes. Alors, la légende rapporte que 7 rois se sont succédés entre 753, date de la fondation légendaire de la ville par Romulus, et d'autre part 509, la fin de la royauté. 7 rois. Or, il se fait que ces 7 rois ont des règnes de 35 ans. Et si vous faites 7 fois 35, eh bien vous allez tomber sur un chiffre qui correspond précisément à la période qui s'étend entre 753 et 509. Vous voyez bien à nouveau qu'il s'agit de chiffres que l'on pourrait dire symboliques, que rien n'est attesté du tout pour cette période-là, que comme dans toutes les légendes, il y a du vrai, mais il y a du faux également. On a reconstitué l'histoire de Rome, l'histoire des origines de Rome, bien après sa fondation. Ce qui est sûr en revanche, c'est que l'archéologie, elle, nous informe beaucoup plus sérieusement. En effet, les premières traces d'implantation de population
sur le Palatin, sur l'Aventin, donc sur les collines de Rome, date effectivement du 8e siècle, avant notre ère. Et que nous apprend l'archéologie? Elle nous apprend qu'il y avait des pasteurs, des éleveurs, qui étaient installés dans la région et qui y avaient installé des cabanes sur ces collines. On a trouvé effectivement des emplacements de poteaux en bois, qui ont bien entendu disparu, et on a pu dater donc du 8e siècle ces emplacements. On remarque également qu'au 6e siècle, très clairement, il y avait des habitations, il y avait des sépultures, des temples également, donc sur les collines de Rome. Voilà. Ça, c'est ce que nous apporte l'archéologie. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y avait pendant cette période de 2 siècles et demi, entre 753 et 500, donc à partir du milieu du 8e siècle jusqu'à la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Les 4 premiers rois, nous explique la légende, étaient des Latins. Les 3 derniers rois étaient des Étrusques. 3 fois 35, vous remarquez que ça fait plus ou moins 100 ans. Donc on peut dire que les Étrusques ont établi une tête de pont juste sur la rive occidentale, donc la rive gauche du Tibre, au VIe siècle, sur l'emplacement de Rome. Alors les Étrusques, et je vais vous montrer ça avec voilà un bâton. Alors les Étrusques ont développé entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ une très riche civilisation s'étendant au sud depuis la Campanie, depuis Rome, donc un petit peu plus bas, donc un peu plus au sud que le Latium. Cette civilisation étrusque couvrait toute la Toscane, donc toute cette région-ci, la région de l'Arno, qui a pour centre, capitale à l'heure actuelle, chef-lieu, Florence. Et cette civilisation remontait jusqu'à la plaine du Pô, là-bas, dans l'actuelle Lombardie. Donc les Étrusques étaient situés dans cette région-ci. Quels étaient les traits les plus importants de cette civilisation étrusque? Alors, sur le plan politique, les Étrusques n'étaient pas unis. C'était il y avait une série de villes qui étaient indépendantes, de cités indépendantes, un petit peu comme chez les Grecs. 12 de ces cités formaient une fédération. Nous avons vu la semaine passée, lorsque nous avons étudié la fin de l'époque classique et début de l'époque hellénistique en Grèce, qu'il y avait des fédérations de cités en Grèce aussi. Souvenez-vous de la fédération béotienne, de la fédération achéenne en particulier. Et donc, 12 de ces cités formaient une fédération. Elles avaient à leur tête un dictateur, un Mastarna, et chacune de ces cités avait un roi à sa tête qu'on appelait un lucumon.
Ces rois vont bientôt être remplacés au 6e et au 5e siècle par des magistrats. Donc, vous voyez que dans des régions différentes du pourtour méditerranéen, on passe d'un système où domine la royauté à un système où ce sont des magistrats qui dirigent les cités. Autrement dit, un système de type républicain. Sur le plan religieux, cette religion est basée, les Étrusques ont une religion basée sur un livre. Il s'agit d'une religion révélée. Et d'autre part, livre dont on n'a pas de trace, mais il s'agit d'une religion révélée. Et il s'agit aussi d'une religion prophétique. Enfin, sur le plan technique, les Étrusques possédaient la métallurgie. Ils étaient de grands spécialistes de la métallurgie du fer. Fer qu'ils trouvaient en particulier dans l'île d'Elbe, qui se trouve au large de la Toscane. Je vous la montre sur la carte. L'île d'Elbe se trouve ici, vous voyez, entre la Toscane et la Corse. Donc c'est l'île qui se trouve ici. Ça va? L'île d'Elbe, connue surtout parce que Napoléon y séjournera quelques mois, en 1814 et 1815, avant l'aventure, l'épopée des 100 jours entre mars et juin 1815. Il était à la tête d'une petite armée de 700 hommes. Comme vous savez, il n'avait pas le tempérament à être souverain d'une petite île au lendemain d'une première défaite et il va repartir. Enfin, c'est tout à fait en dehors de notre sujet. Il va débarquer en Provence et puis c'est l'épopée des 100 jours qui se terminera mal le 18 juin 1815 par la bataille de Waterloo, qui n'est pas très loin d'ici. Voilà. Mais ça nous éloigne tout à fait de notre sujet. Donc, les Étrusques étaient, et c'est en cela qui nous intéresse surtout pour comprendre l'histoire de Rome, étaient d'excellents métallurgistes, de grands bronziers aussi. Ils ont inventé la voûte dont les Romains vont se servir, en particulier à Rome. Les Étrusques sont à l'origine de ce grand égout de Rome que l'on appelle le Cloaca Maxima, qui permettait l'évacuation de toutes ces eaux, de ce marais qui se trouvait entre les collines et qui a permis, entre autres choses, de l'assécher, mais qui permettait aussi l'évacuation donc des ordures. Voilà. On va passer maintenant à l'histoire de Rome elle-même. Alors, les Étrusques, le dernier roi étrusque est chassé donc en 509 avant notre ère. Il s'agit donc de Tarquin le Superbe. Se met en place une république. Mais dans cette république, vous trouvez face à face non pas des citoyens comme il y en a à la même époque à Athènes, mais des citoyens qui, effectivement, appartiennent à la même cité, mais qui se font face à face. Rome a donc un retard dans son histoire politique et sociale par rapport à la cité athénienne. Alors, en effet, il y a deux groupes. Ces deux groupes, vous les connaissez bien, certainement, ce sont les patriciens et les plébéiens. Alors, les patriciens, ce sont les propriétaires de la terre. Ce sont donc des propriétaires fonciers
qui sont également des éleveurs, donc des pasteurs. Ils sont vraisemblablement les descendants des premiers habitants de cette région. Ils forment une véritable caste. Ils ont même un certain nombre d'éléments de leur habillement qui les distinguent des plébéiens, en particulier des chausses hautes, qui est peut-être un souvenir de l'époque où ils étaient des cavaliers. Et très rapidement, les plébéiens vont contester ce pouvoir. D'autant plus qu'ils ont le pouvoir politique. Seuls les patriciens participent au conseil d'administration de la ville, si je puis dire, et ce conseil s'appelle le Sénat. Donc Senatus en latin, le Sénat. Le mot Sénat vient du mot senex en latin qui veut dire vieux. Alors, c'est un concept que l'on retrouve dans de nombreuses sociétés. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'anthropologie, vous savez que dans les sociétés, dans les villages, dans de nombreuses régions du monde, il y a souvent le chef du village qui est entouré des anciens qui prodiguent des conseils de sagesse grâce à l'expérience qui est la leur. Il faut savoir toutefois que le mot sénex en latin recouvre une catégorie de la population de ceux qui ont 45 ans et plus. Donc ce ne sont pas des vieillards au sens où on l'entendrait à l'heure actuelle, parce que l'espérance de vie a cru considérablement depuis un siècle, mais vous étiez jeune, curieusement, jusqu'à 45 ans, vous étiez juvenis, et à partir de 45 ans jusqu'à votre mort, vous étiez sénex. Donc il n'y avait pas ce que nous appelons l'âge intermédiaire entre la jeunesse et la vieillesse, ce que nous appelons l'âge adulte, voilà, tout simplement un âge adulte intermédiaire. Donc on passait tout de suite de la jeunesse à la vieillesse. Sauf que ces concepts n'avaient évidemment pas le sens que nous leur donnons actuellement. Ces patriciens avaient donc le pouvoir politique, ils avaient également le pouvoir religieux. Donc pour accéder aux magistratures, il fallait être patricien, mais les sacerdoces étaient réservés également aux patriciens. En face d'eux, vous avez les plébéiens. Alors les plébéiens sont des hommes libres, ce sont des citoyens, mais des citoyens qui à l'origine n'ont strictement rien à dire. Ils habitent la cité, mais ils n'ont rien à dire. Ils ne participent pas à l'administration de la ville et ils n'occupent pas de fonctions religieuses. D'ailleurs, les deux fonctions dans le système indo-européen étaient liées. Pensez par exemple aux brahmanes, nous verrons ça demain dans mon cours de philosophie lorsque je vous parlerai de l'hindouisme. Vous allez voir que les brahmanes avaient à la fois le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est la caste supérieure chez les hindous. Alors si je vous parle des hindous, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre les romains et les hindous? Il faut savoir qu'ils appartiennent à un vaste ensemble, non pas anthropologique, non pas ethnique, mais une vaste culture, à un ensemble linguistique qui a été révélé depuis la fin du XVIIIe siècle et dont l'idéologie a été étudiée par un grand savant dont je vous parlerai tout à l'heure et peut-être demain aussi, qui est Georges Dumézil, qui a mis en évidence la trifonctionnalité de cette société, de cette idéologie, dans laquelle il y a trois fonctions qui sont remplies par les dieux. La fonction de souveraineté, qui correspond à celle de Brahma chez les hindous,
à Jupiter ou à Zeus chez les Grecs et chez les Romains. Et alors, il y a encore deux autres fonctions. La fonction guerrière, Mars chez les Romains, Arès chez les Grecs, et enfin la fonction de fécondité, hein, qui est celle de Quirinus, si vous voulez, chez les Romains, et de Déméter chez les Grecs. Voilà, trois fonctions. Donc je répète, la fonction de souveraineté, la fonction guerrière et la fonction de fécondité, que l'on va retrouver d'ailleurs, c'était mis en évidence dans un autre savant, un médiéviste cette fois, Georges Duby, pour l'organisation de la société tripartite, par exemple en France, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Hein, on va retrouver ça, ça s'est mis au point, théorisé par un évêque, l'évêque de Laon, Adalbéron de Laon, à partir du XIe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais elle valait la peine d'être faite. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, il y a des mouvements de fond comme ça, qui viennent du fond des âges, justement, et c'est bien de les remettre en perspective. Donc, je vous parlais maintenant des plébéiens. Alors, les plébéiens, eux, je vous ai dit, ce sont des hommes libres. Ce sont essentiellement des marchands. Ce sont des marchands. Et très rapidement, ils vont revendiquer, à partir de la fin du VIe siècle et au début du Ve siècle, des droits, hein, que nous allons bientôt étudier. Alors, c'est peut-être intéressant de voir maintenant comment était organisée la société romaine, à cette lointaine époque dont je vous parle. La société romaine peut être abordée verticalement ou horizontalement. Je vais d'abord voir l'approche horizontale. Alors, horizontale, ça veut dire qu'on va voir comment ça se passait dans les différents groupes de la population. Au niveau inférieur, il y a ce que l'on appelle les familles. Familiae en latin, c'est un féminin pluriel, familiae. C'est la famille élargie telle que l'entendent les populations méditerranéennes. Les Italiens, les Corses, les Siciliens, vous savez, même les Provençaux, les Grecs, etc. Autrement dit, c'est la famille élargie. Quand on parle de la maisonnée, même encore en Provence maintenant, ou en Sardaigne, en Sicile, c'est la famille élargie. Autrement dit, il y a le patriarche, hein, ce que les Romains appellent le pater familias, hein, le père de famille qui a toute l'autorité. Ah, c'est le plus vieux, hein, mais que l'on respecte, même si lui-même n'est plus en âge, hein, de se battre. Hein, on le respecte. C'est celui qui apparaît par exemple dans la pièce de Corneille, Horace. Hein, et c'est ce père qui dirige donc toute la famille, mais une famille très large. Ça comprend les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, la clientèle aussi. Ce qu'on appelle un client à Rome, c'est quelqu'un qui dépend d'une famille, qui est redevable à une famille parce que cette famille le nourrit. Vous savez, c'est un des domestiques, si vous voulez, mais qui ne sont pas des esclaves pour autant. Hein, ils font partie de la famille élargie. Alors quand je parlais de la famille sicilienne, parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant à notre époque, quand vous voyez le film Le Parrain, par exemple, hein, avec De Niro ou, comment dirais-je, Marlon Brando, c'est assez patent de voir, il y a le parrain, ben, le pater familial, c'est une sorte de parrain, si vous voulez, hein, à qui on rend hommage au sens très large. C'est pas seulement les enfants, les petits-enfants, je vous ai dit, ce sont aussi les cousins, les clients, hein, c'est quelque chose de très large. Il a l'autorité, mais il n'a pas seulement l'autorité, entre guillemets, politique sur ses gens, sur sa famille, il a également, c'est lui qui rend le culte aux ancêtres. Donc, le culte des ancêtres est très important chez les Romains. Ce culte des ancêtres ressemble un petit peu, hein, comparaison n'est pas raison, mais au culte que les Japonais peuvent rendre à leurs ancêtres. Vous savez, il y a des cultes domestiques chez les Japonais, ou même chez les Chinois.
par exemple les taoïstes ou les confucéens, ils rendent hommage à leurs ancêtres. Il y a des cultes, quand je dis des cultes domestiques, donc ça veut dire que chez les Romains, il y a des dieux qui sont propres à la famille, ceux qu'on appelle les dieux Lar et les dieux Pénates, et c'est le chef de famille, le pater familias, qui est chargé de rendre le culte aux mânes des ancêtres, c'est-à-dire aux esprits des ancêtres. Donc il y a un côté très animiste derrière tout ça. Et d'ailleurs, lors de certaines cérémonies, on se promène, en particulier lors des enterrements, avec les masques des ancêtres qui sont décédés. Voilà, ça fait penser peut-être à certains souvenirs que vous pouvez avoir de l'anthropologie africaine, par exemple. Et ce masque, c'est comme à Athènes, c'est la persona. Vous vous souvenez, on a vu ça quand on étudiait la tragédie grecque. La persona, c'est le nom du masque lui-même. C'est le rôle que vous jouez. Donc quand on dit à l'heure actuelle, quand on parle de personne, on oublie parfois l'étymologie qui est qu'une personne, c'est un rôle, c'est une fonction. Et ça peut peut-être nous faire un petit peu réfléchir sur ce que l'on entend par la Trinité chez les chrétiens, quand on parle de 3 personnes en Dieu. Ce ne serait pas 3 fonctions. Enfin, vous savez, il y a des théologiens qui se sont arrachés les cheveux pendant des siècles à ce sujet-là, mais donc il faut peut-être s'interroger un petit peu sur l'étymologie des noms pour y voir un petit peu plus clair, mais on verra ça demain de manière plus approfondie, déjà rien qu'à partir de l'hindouisme. Voilà. Alors, j'étais en train de vous parler de ce père de famille. Alors, au-dessus de la famille, il y a un groupement, une catégorie qui est plus large, ce que l'on appelle la gens, G-E-N-S. Donc ne prononcez pas la gens. Ça ressemble effectivement au mot gens, ça s'écrit de la même manière en français, mais on dit la gens. Quand on parle d'ailleurs du droit des gens à l'heure actuelle en droit, il faut savoir que le droit des gens, c'est pas du tout le droit des personnes. Le droit des gens, c'est le droit des peuples à l'heure actuelle. Ça vient du mot gens en latin. C'est ius gentium. Là-bas. Donc c'est simplement pour vous dire qu'il y a des mots qui croient nous donner la solution et on fait peut-être mieux de regarder un petit peu le dictionnaire. Donc le droit des gens à l'heure actuelle, c'est pas du tout du droit privé, c'est du droit international public. Voilà. Je reviens à mon point de départ. Donc je vous parlais donc des gens, des gentes au pluriel, parce qu'un féminin pluriel, des gentes. Alors la gens, c'est donc un regroupement de familles qui se reconnaissent dans le même ancêtre. Un ancêtre qui peut remonter à plusieurs siècles, 3 ou 4 siècles. Donc ces familles considèrent qu'elles ont un ancêtre commun, qui remonte à plusieurs siècles donc, dans le temps. Il faut savoir que chez les Romains, vous avez 3 noms en fait. Prenez le cas de Jules César. Vous avez Caius Iulius Caesar. Son prénom, c'est Caius. Donc, chez les Romains, on s'appelle par son prénom, on ne s'appelle jamais par son nom de famille. Donc, quand il était au Sénat, ou quand il dirigeait le Sénat, c'était toujours Caius. César, Caesar, c'est son surnom. C'est pas son nom. Le nom de famille de Jules César, c'est Jules, tenez-vous bien, dont on a fait un prénom. Chez nous, en italien, en espagnol, en français, etc. Mais Jules, c'est son nom de famille. Donc, en fait, c'est Caius Iulius, Caius son prénom, Iulius son nom de famille, il appartenait à la gens Iulia, qui était une grande famille à Rome, la gens Iulia, qui prétendait descendre du fils d'aîné, qui s'appelait Jules, Ascan en grec, mais Iulius. Ça va? Donc, c'était son nom de famille, Jules. Donc, quand vous dites Jules César, vous parlez comme les Chinois. Vous allez dire, mais pourquoi il parle des Chinois tout à coup, il a parlé des hindous? Voilà, il est en train de parler de tout en même temps. Mais non, parce que vous savez que chez les Chinois, on met d'abord le nom de famille au début, et puis le prénom après, c'est Mao Tse-tung. Mao, c'est son nom de famille. Zedong, Tse-tung, c'est son prénom. Mao Tse-tung.
Hein? Deng Xiaoping, c'est Monsieur Deng. C'est pas Monsieur Xiaoping. Le président de la République chinoise, vous connaissez son nom à l'heure actuelle? Enfin, vous devriez, hein, il est quand même à... Vous imaginez qu'il préside à un peuple où il y a plus de 1,3 milliard de gens et vous ne connaissez pas, vous, futur professeur d'histoire, le nom du président de la Chine. Avouez qu'il y a un petit problème, hein, ça c'est la culture générale. Hu Jintao. Eh bien, son nom c'est Hu. Et Jintao, c'est son prénom, en fait, c'est son post-nom, hein, d'accord? En fait, c'est ce qui correspond chez nous au prénom. Ça va? Les Hongrois fonctionnent comme ça aussi. Hein. Les Hongrois, c'est toujours d'abord le nom, et puis le post-nom, en fait, chez nous, le prénom. Hein. Donc, c'est par exemple Kovacs Ilona. On dirait Ilona Kovacs, non, c'est Kovacs Ilona. Hein. C'est inversé. Eh bien, donc, je vous dis, quand vous dites Jules César, on parle comme les Chinois. On met d'abord le nom de famille, et puis après, on met le surnom, attendez-vous bien. Parce qu'on devrait dire à ce moment-là Jules Callus. Surnom, César, c'est son surnom. Ça va? Le premier nom, c'est donc ce qu'on appelle le praenomen, le prénom, Caius. Iulius, c'est ce qu'on appelle le nomen gentilis, le nom de la gens, nomen gentilis. Et puis, vous avez le surnomen, hein, qui est le cognomen, excusez-moi, surnomen, ça veut rien dire, ça existe par latin, c'est le cognomen. Le surnom, hein, en latin, on dit le cognomen. Le cognomen, donc ça veut dire le nom qui est à côté, qui vient avec. Hein? Si vous prenez le cas de Cicéron, là je parle du 1er siècle avant Jésus-Christ, comme César d'ailleurs, Cicéron, c'est son surnom, hein, il ne s'appelait pas Cicéron. Cicéron, ça veut dire pois chiche, parce qu'il avait une verrue sur le nez, tout simplement. Donc on l'appelait verrue, quoi. C'est son surnom, Cicéron, c'est pas son nom, c'est son cognomen, c'est son surnom. Voilà. Alors, maintenant, au-dessus des familles, au-dessus des gens, des gentes, il y a encore deux autres niveaux supérieurs. Donc, chaque fois, on regroupe plusieurs catégories du niveau inférieur. Au niveau supérieur, c'est juste au-dessous, donc le troisième étage, si vous voulez, on appelle ça des curies, on va retrouver plus tard dans le cas des comices curiates, ce sont des assemblées, des comices curiates, et au-dessus des curies, vous avez 3 tribus qui regroupent donc tous les citoyens. Donc ça va? Donc les familles, plusieurs familles forment une gens, plusieurs gens, ou gentes, forment une curie, et plusieurs curies forment une tribu. Et puis alors, au-dessus des 3 tribus, c'est la cité, tout simplement. Ça va? Donc, c'est vraiment pyramidal. Alors maintenant, on va voir... Alors, vous allez me dire, mais quelle est la fonction des curies et des tribus? Ce sont essentiellement des regroupements qui sont liés à l'organisation politique et militaire de la cité. Parce que les gens sont regroupés pour des raisons militaires ou politiques, pour le droit de vote, par exemple. Plus tard. Maintenant, je vous ai dit que face à cette organisation que j'ai appelée horizontale, il y a une organisation aussi verticale, même si la précédente vous paraît verticale, pas du tout, parce que je vous ai dit que vous avez des gens parallèles, hein, et vous avez des familles parallèles, donc c'était bien horizontal, hein, même si le tout forme une pyramide, ça c'est autre chose. Maintenant, organisation verticale. Alors là, c'est l'organisation sociale qui nous rapproche peut-être plus de notre vision. Donc on quitte le point de vue purement anthropologique, je dirais, qui nous ramène peut-être à ces sociétés étudiées par des gens comme Lévi-Strauss, par exemple, qui étudient la grammaire des sociétés primordiales, ou primitives, entre guillemets, premières, et on va passer maintenant à une société qui se rapproche plus de la nôtre. Alors c'est une société bipolaire, avec les patriciens et d'autre part les plébéiens. Alors, les patriciens et les plébéiens vont connaître des tensions importantes. Je vous les ai définies tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment, d'un point de vue dynamique, ces deux groupes se sont opposés. Je vais vous dire qu'en gros, entre 500 et 360, ces deux groupes sont en conflit. Et c'est seulement entre 360 et 300, pour faire bref,
pour schématiser, que finalement on va arriver à un compromis, mais un compromis qui ne concerne que les classes supérieures. Parce que la plèbe, le niveau supérieur de la plèbe a pu intégrer, je dirais, la direction politique de la cité de Rome. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que les patriciens, en gros, c'est les aristocrates. Les plébéiens, en gros, ce sont des marchands. Ces marchands, parmi ceux-ci, parmi les plébéiens, il y a des gens qui sont riches, des marchands qui sont riches, qui ont pu s'enrichir, et qui veulent, ils ont un pouvoir économique, en tout cas ils ont de la richesse, ils veulent participer à l'organisation, à l'administration, à la gestion de la cité romaine. Pour cela, ils vont devoir se battre. Ils vont se battre pour eux. Ils ne vont pas se battre pour l'ensemble de la plèbe. Parce que dans les faits, concrètement, même si l'ensemble des plébéiens vont accéder à un certain nombre de droits politiques, pour autant, concrètement, c'est seulement la tranche supérieure de la plèbe qui va bénéficier de ces combats. Alors, les Étrusques partent en 509. Enfin, ils sont chassés, plus exactement. Ils sont chassés en 509. Les plébéiens vont profiter de leur importance numérique pour faire du chantage, véritablement, face aux patriciens. En effet, les Étrusques dominaient certainement les Romains, mais en même temps, ils avaient une présence militaire qui pouvait décourager les montagnards. Vous savez qu'en Italie, dans la région de la Saône, vous avez les Apennins, c'est une région très montagneuse. Et donc, il y avait des populations montagnardes, comme les Samnites, etc. Enfin, il y avait de nombreuses populations montagnardes autour de Rome, qui menaçaient cette cité, qui lorgnait sur les richesses de cette société. Richesse relative, ça n'a rien à voir évidemment avec la Rome impériale, entendons-nous bien. Et les plébéiens qui voulaient profiter, qui voulaient participer au pouvoir de la cité, ont fait du chantage en menaçant les patriciens d'une sécession à 2 reprises. En 494 et d'autre part en 449. Déjà, à la fin du VIe siècle, en 507 pour être précis, les patriciens avaient installé un temple dédié à Jupiter sur le Capitole. Le Capitole, c'est une des 7 collines de Rome. Il y a d'autres collines, enfin je ne vais pas toutes les citer ici, mais enfin bon, sauf si elles me reviennent à l'esprit. En tout cas, il y a le Capitole, il y a l'Aventin, il y a le Palatin, ça en fait 3, il y a le Janicule, il y a le Viminal, il y a le Quirinal, où se trouve à l'heure actuelle le palais de la présidence de la République, et le Mont Caïus, voilà. Donc il y avait 7 collines. Enfin, il y a toujours 7 collines. Sauf que maintenant, c'est une ville, donc simplement, quand vous visitez la ville, vous remarquez qu'à certains moments, vous montez ou vous descendez, en fait. Quand vous montez sur une colline, sans vous en rendre compte. En face du Vatican, vous avez le Janicule, par exemple. Là, le Palatin, c'est celui sur lequel Auguste va construire son palais. D'ailleurs, le mot palais vient du nom de la colline, et pas l'inverse. Quand on dit palatium, ça veut dire palais, en latin, ça vient de la colline sur laquelle Auguste Octave donc, a construit son palais. Mais le Capitole, c'était la colline où les patriciens avaient établi leur pouvoir et avaient établi surtout le pouvoir politique et le pouvoir, le symbole de leur pouvoir religieux. Donc c'est sur cette colline-là qu'ils avaient installé le temple de Jupiter. Jupiter, c'est la latinisation,
de l'indo-européen primitif qui, en grec, donne Zeus pater, Dieu le Père, Jupiter. Ça veut dire en fait Deus, le Dieu, et Piter, pater, c'est le Père. Pitar, en sanskrit. Donc on trouve ça également dans les langues de l'Inde. Alors, il y a deux autres divinités dont je vous ai parlé, mais enfin, ici je me tiens à Jupiter. Il se fait que, en 494, les plébéiens se sont dit, mais nous aussi, un peu par défi, c'était de la provocation, mais ça montre bien qu'on est dans une société à deux vitesses, où il y a deux groupes qui s'opposent véritablement, il n'y a pas d'intégration comme à Athènes à ce moment-là. Eh bien, les plébéiens vont construire leur propre temple, cette fois sur le mont Aventin, une des autres collines de Rome, sur le mont Aventin. Et le temple, ils vont le consacrer à une autre divinité, mais à la divinité de la fécondité, de la terre, à Cérès. Cérès, c'est la Déméter chez les Grecs, on en a parlé précédemment. Déméter, vous vous souvenez, Dea Mater, la déesse mère, Déméter. Donc Cérès, et je vous l'avais dit également à l'époque, Cérès qui a donné en français le mot céréale, le produit de la terre. Voilà. Alors, sans l'accord des patriciens, en même temps, donc, dans cette première décennie du 5e siècle avant Jésus-Christ, les plébéiens créent une magistrature qui est le tribunat. Le tribunat, il y a le terme tribun. Alors, c'est une fonction qui, à leurs yeux, consiste à pouvoir mettre son veto lorsque des décisions sont prises par les patriciens. Donc, si un tribun de la plèbe, dans l'assemblée, dit veto, V-E-T-O en latin, veto, il fait ce signe-là, la loi ne peut pas passer. Interdiction. Vous savez que le droit de veto, on en parle par exemple pour les 5 super grands qui se trouvent au Conseil de sécurité à l'ONU. Il suffit qu'un des 5 dise veto, et vous voulez envoyer des troupes ou calmer un problème conflictuel quelque part dans le monde, et ça marche. Bon. Eh bien, je dirais que les tribuns, il va y en avoir augmenter, à un moment donné, il y en aura 10 pour finir, eh bien les tribuns ont le même droit, si vous voulez, que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Ils peuvent décider qu'on ne refuse pas. Ils ont également un statut sacro-saint. On ne peut pas les toucher. Et par la suite, quand un tribun, met sa main sur l'épaule d'un plébéien, eh bien, il ne peut plus être poursuivi. Il est sous la protection sacro-sainte d'un tribun. Voilà. Alors, premier élément. Donc, ce qui se passe au début de ce siècle-là. Ensuite, d'autres contestations vont avoir lieu qui vont conduire à des réformes positives pour la plèbe. Parce que justement, ils font du chantage. Donc, c'est chaque fois des coups de force contre le patricien. Alors, réforme, tout d'abord, au niveau de l'organisation de l'Assemblée. Alors, je vous ai parlé du Sénat tout à l'heure. Je ne vous ai pas encore parlé des comices. Comices, c'est un mot masculin pluriel, les comices. Ce n'est pas féminin comme on pourrait le penser. Donc, les comices. 3 types de comices vont être mis en place à Rome. Les comices curiates, les comices centuriates, les comices tributes. Les comices curiates sont basés sur la naissance, les comices centuriates sont basés sur qu'est-ce que je voulais dire, la fortune, oui, et les comices tributes sont basés sur la résidence. Voilà. Alors, très rapidement, enfin dans les siècles qui vont venir, les 2 premiers types de comices vont perdre le rôle qu'elles avaient pu avoir à l'origine,
et ce sont vraiment les comices tributes qui vont l'emporter, autrement dit celles qui sont basées sur la naissance. Toutefois, à l'époque qui nous intéresse, il y a une réforme qui est mise en place et qui donne le pouvoir effectif à ceux qui payent en sens élevé. Autrement dit, ceux qui ne payent pas l'impôt et un certain niveau d'impôt n'ont pas droit de vote. Donc, la République romaine qui se met en place à ce moment-là, ce n'est pas une république démocratique. C'est une république qui ne permet qu'à un certain nombre de citoyens de s'exprimer, ce qui n'est pas le cas à Athènes au 5e siècle. Là, à Athènes, que vous soyez pauvre ou riche, paysan ou aristocrate, peu importe, tout le monde a le droit de vote, à l'exclusion bien entendu des esclaves, des femmes, des métèques, on est bien d'accord. Mais à Rome, ce n'est pas le cas. Vous pouvez participer à l'organisation de la décision si vous payez un certain montant d'impôts. Ça va? Alors, je vous parlais des comices tributes il y a un instant. À l'origine, je vous ai dit qu'il y avait 3 tribus. Vous vous souvenez, tout à l'heure, hein? Il y avait 3 tribus à Rome. Alors, ces tribus vont passer à 25. Il y aura 4 tribus en fonction de la résidence, hein, de l'endroit où vous habitez, et non plus en fonction de la famille ou de la gens à laquelle vous appartenez. Vous vous souvenez, avant, hein, il y avait, c'était, comment dirais-je, une organisation basée sur votre naissance, sur la famille à laquelle vous apparteniez, qui faisait qu'on remontait dans la pyramide. Tandis qu'ici, ce sera basé sur la résidence. Il y aura 4 tribus urbaines et 21 tribus rustiques. Alors, rustique, ça veut dire campagnarde. Rustique, ça vient du mot rus, R-U-S en latin, qui veut dire campagne. Hein, quand on dit qu'un meuble est rustique, ça veut dire que c'est un meuble qui a l'air de venir de la campagne. Donc, plus tard, on va augmenter encore ce chiffre jusqu'à 31, beaucoup plus tard. Ça va en 251, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, autre réforme, la réforme judiciaire. Alors, la réforme judiciaire, qui date de 451, c'est la publication de la loi des 12 tables. De quoi s'agit-il? Alors, cette réforme est importante parce que dorénavant, tous les citoyens de Rome, patriciens et plébéiens, seront jugés de la même manière. Autrement dit, il y aura égalité de traitement pour les plébéiens et les patriciens, et il y a également uniformisation des règlements et uniformisation également des peines, des châtiments. Donc ce ne sera plus à la bonne, ce sera plus lié à l'arbitraire du juge. Autrement dit, en 451 avant Jésus-Christ, les Romains font ce que, en 1789, les constituants français vont faire. Vous savez qu'en 1789, il y avait des privilégiés, suivant que vous étiez un ecclésiastique, un noble ou membre du tiers-état, par exemple, vous ne passiez pas devant les mêmes juges. Et bien donc, ce que les Français vont mettre en place en 1789, eh bien, les Romains le font déjà en 451. Une société évidemment beaucoup plus petite. Voilà. Enfin, reste une dernière loi. Je crois qu'elle date de 449, si mes souvenirs sont bons. C'est la Lex Carnuleia. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une loi qui met fin à l'apartheid. Il existait effectivement un régime de caste. Il y avait d'une part, je vous l'ai dit, les patriciens, d'autre part les plébéiens, qui n'avaient pas les droits politiques à l'origine, qui ne pouvaient pas participer au sacerdoce, ils n'avaient même pas les mêmes droits juridiques, il faut attendre 451 et la loi des 12 tables, ils ne participaient pas au pouvoir, mais c'est simplement avec l'organisation, je vous ai dit, de la loi, la réforme servienne, qu'ils vont pouvoir participer en tant que censitaires, uniquement les plébéiens censitaires. Et enfin, maintenant, avec la Lex Carnuleia, il va y avoir suppression de l'interdiction de mariage entre les patriciens et les plébéiens. Autrement dit,
dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a fin de l'apartheid. Donc on était dans un système qui était celui que Hitler a mis au point lors des fameuses lois de Nuremberg en 1935, interdiction de mariage entre les Allemands et les Juifs. Eh bien, les Romains ont supprimé ce système entre plébéiens et patriciens, donc dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors j'en arrive à la conclusion, avant de vous parler des livres. Alors, quelle est la situation à la fin maintenant du IVe siècle, après toute cette lutte, ces combats? Eh bien, c'est que, et je l'annonçais déjà en introduction, seule la classe supérieure de la plèbe bénéficie véritablement de ces réformes. Seule la classe supérieure de ces marchands riches va participer au pouvoir. Car pour pouvoir être membre du Sénat, il fallait avoir été magistrat préalablement. Mais comme les plébéiens peuvent avoir accès aux magistratures, ils peuvent participer au conseil qui est le Sénat. Voilà. Maintenant, il faut bien remarquer qu'il y a un retard considérable, enfin retard, tout ça évidemment est le fruit d'un jugement, évidemment quand on a une vision progressiste de l'histoire sociale en particulier, mais ce que les Grecs sont parvenus, enfin les Grecs d'Athènes, je dis bien, la démocratie athénienne, parce que dans toutes les cités grecques, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Vous avez parfois des régimes aristocratiques, oligarchiques, il y avait des systèmes différents qui fonctionnaient, la royauté par exemple. Eh bien, à Athènes, en 508, vous avez la mise en place de la démocratie, ce que j'ai appelé dans un premier temps l'isonomie, c'est-à-dire que tous les Grecs sont égaux devant la loi et puis peuvent participer à la gestion commune de la cité. Eh bien, les Romains, c'est bien après. Autrement dit, la cité grecque classique se met en place à la fin du VIe siècle. La cité classique romaine, on peut considérer qu'elle se met en place qu'à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est vers 300, donc 2 siècles après Athènes, que l'on peut parler d'une république, alors démocratique entre guillemets, c'est pas la démocratie d'Athènes, puisqu'il y a le vote censitaire. Et tenez-vous bien, à Rome, le vote censitaire était déterminant, parce que lorsque l'on votait, il y avait de nombreuses tribus qui votaient. Mais lorsque l'on avait atteint la majorité des voix, chaque tribu votait, on votait dans l'ordre. Les tribus votaient les unes après les autres, et pas en même temps, donc les membres des tribus. Et une fois qu'une tribu avait voté, on passait à la deuxième, puis à la troisième, puis à la quatrième. Mais comme c'était d'abord les classes supérieures, les tribus, où les gens payaient le plus grand sens, le plus grand impôt qui votaient d'abord, dès qu'on arrivait à la majorité avec ces tribus-là, eh bien le vote était arrêté. Donc c'était toujours les riches votaient avant les pauvres. Et comme les riches parvenaient à avoir la majorité à un moment donné, les pauvres ne votaient jamais. Voilà, donc c'est une démocratie très particulière, puisqu'on votait dans l'ordre de la richesse. Et c'est seulement quand dès qu'on avait la majorité, on arrêtait le vote. Imaginez. Donc, enfin, c'était un système tout à fait inique, bien entendu. Enfin, n'oubliez pas que ça se situe quand même il y a plus de 2000 ans. Voilà. Je crois vous avoir dit l'essentiel. Maintenant, je vais vous montrer les livres. Tout d'abord, quelques atlas. Dans la collection Autrement, vous connaissez bien maintenant, Atlas de la Rome antique, de 800 avant Jésus-Christ à 540 après Jésus-Christ. Alors, dans cet ouvrage, vous avez bien entendu de nombreuses cartes par définition. Vous en avez presque partout, sur la République ou sur l'Empire romain, des cartes de Rome aussi. Vous avez à la fin, ça peut être très utile, une liste de tous les empereurs romains, parce que parfois on cherche pour la chronologie, donc vous avez la liste de tous les empereurs romains. Atlas du monde romain, chez Nathan. Alors,
dans cet ouvrage, vous avez un classement à la fois thématique et un classement chronologique. Alors, un ouvrage très utile pour l'histoire de l'art, surtout, dû à Jochen Martin, chez l'éditeur ici moi j'ai comme éditeur, oui, c'est Bordas. Voilà, avec de très très belles reproductions, enfin, je ne vous dis pas, comme dans ces ouvrages-là. Comme l'ouvrage précédent, celui-ci a été introduit par Pierre Grimal, qui était professeur d'histoire romaine à Paris, à la Sorbonne. Alors, 2 dictionnaires utiles. Dictionnaire de la civilisation romaine chez Larousse, et d'autre part, dans la collection U2 chez Armand Collin, d'André Pelletier, Lexique d'Antiquité romaine. Alors, ne vous trompez pas sur le titre. Antiquité, ça ne concerne pas les vieilles choses, les fouilles archéologiques, pas du tout. Vous avez là-dedans la définition, par exemple, de toutes les institutions romaines, de ce que c'est qu'un prêteur, de ce que c'est qu'un censeur, de ce que c'est que l'édile, etc., etc. Alors, j'ai commencé mon exposé en vous parlant des Étrusques. Alors, de Jean-René Jeannot, à la rencontre des Étrusques, très bien fait, publié chez Ouest France Université. Alors, d'un grand spécialiste aussi, qui avait enseigné à Alger en particulier, La vie quotidienne chez les Étrusques, de Jacques Urgon. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'hyper basique, qui a l'avantage de ne coûter que 2 €, comme toute la collection, Librio, de Bernard Klein, Histoire romaine de la légende aînée à la dislocation de l'Empire. Donc ça ne coûte que 2 €, vous commencez par ça, si vous n'avez aucune notion sur le sujet. Autre petit ouvrage qui ne coûte pas cher, enfin 5 € je vois ici, de Jean-Marie Paillet, Rome antique, l'éditeur Gissereau. Un petit ouvrage sympathique de Bernard Lançon qui enseigne l'histoire romaine à l'Université de Bretagne. Alors, dans la collection Idées reçues, les Romains, l'éditeur Le Cavalier Bleu. Il y a une trentaine de questions qui sont posées, des questions naïves, enfin entre guillemets, volontairement naïves, auxquelles l'auteur répond. C'est le principe de la collection. De Pierre Grimal déjà cité, La civilisation romaine chez Artaud. Il s'agit de la version poche d'une collection où les ouvrages sont beaucoup plus volumineux, plus imposants, grand format, avec de très belles reproductions, en noir et blanc malheureusement, et un lexique à la fin. Alors, aux presses universitaires de France, dans la collection premier cycle, Histoire romaine, qui a plusieurs auteurs, donc il y a Marcel Leglay, il y a Jean-Louis Voisin et Yann Le Boec, que vous voyez en couverture. Précis d'histoire romaine, un classique chez Collin de Marcel Bordet. Alors, un ouvrage plus ancien, mais qui est un grand classique, Histoire de Rome, dans la collection Clio d'André Pigagnol. Beaucoup plus récent de Jean-Noël Robert, Rome, ouvrage très pédagogique dans la collection Guy de Belles-Lettres. Alors, très pédagogique parce qu'il s'agit en fait d'un manuel et chacune des rubriques reprend les thèmes principaux de l'histoire romaine, c'est-à-dire l'économie, la société, l'éducation, la religion, la politique. J'ouvre une page ici, vous voyez, c'est présenté de manière très structurée, avec des schémas. C'est un très bon manuel pour préparer des leçons. Alors, sur l'histoire institutionnelle maintenant, de Bernard Lançon déjà cité, L'État romain, 14e siècle, le modèle politique chez Armand Collin. Un ouvrage pas très épais comme vous le voyez.
Alors, chez Babel, de Norbert Rouland, Rome, démocratie impossible. Point d'interrogation. Il s'agit d'un ouvrage très intelligent. Quand je dis intelligent, il pose vraiment des questions. Ce n'est pas un ouvrage qui cherche à faire de l'érudition, c'est un ouvrage qui cherche à poser vraiment les vrais problèmes. Et quand on lit ça, on a l'impression de lire un ouvrage de sciences politiques récente. Alors, un ouvrage, un vieux classique, mais qui date d'avant-guerre, Les institutions politiques romaines, de Léon Homo, dans la collection L'évolution de l'humanité, chez Albin Michel, de Eugen Sisek, Mentalité et institutions politiques romaines, dans la collection Pluriel, chez Hachette, de Marcel Leglay, déjà cité, Rome, grandeur et déclin de la République, chez Perrin. Alors, je vous montrerai quand on arrivera à l'Empire qu'il y a un deuxième tome qui porte sur l'Empire. Alors là, un ouvrage excellent que je vous recommande, chez Picard, d'Alfeldi, Histoire sociale de Rome. Alors l'histoire sociale, c'est toujours plus intéressant, me semble-t-il, que l'histoire institutionnelle par laquelle on aborde trop souvent l'histoire romaine, vous savez, les préteurs, les édits, les questeurs, etc. Moi, je trouve ça vraiment très asséchant, tandis qu'ici, on voit bien la dynamique des groupes sociaux à Rome. Alors, un ouvrage qu'il faut lire, pour moi, de toute urgence, Conflits sociaux en République romaine, de Brunt. Alors, vous le connaissez parce que ça vous devrait vous rappeler quelque chose, non? Eh bien, il fait partie de la liste des CD que vous ne deviez pas étudier encore pour Noël, mais vous l'avez déjà reçu. Alors, La religion des Romains de John Shade, chez Armand Collin, c'est le grand spécialiste de la religion romaine, il enseigne cette matière au Collège de France, et voici d'ailleurs sa leçon inaugurale chez Fayard, Religion, institutions et société de la Rome antique. Alors, la leçon inaugurale, c'est toujours un des petits livres qui correspondent à 1 heure, 1 heure et demie de texte, présenté donc devant des collègues. Alors, le génie romain dans la religion, la pensée et l'art, d'Albert Grenier, dans la collection L'évolution de l'humanité, chez Albin Michel. Il me reste quelques livres. Alors, sous la direction d'Andrea Giardina, L'homme romain au seuil, il s'agit en fait d'un ouvrage collectif rédigé par des spécialistes, chaque fois sur des catégories bien particulières de Romains. Il y a comme ça les banquiers, les paysans, les esclaves, les patriciens, etc., etc. C'est très clair. Alors, de Michel Mellin, professeur Sorbonne, L'homme romain des origines au 1er siècle de notre ère, aux éditions Complexes, qui s'intéresse plutôt à l'histoire des mentalités, c'est plutôt de l'anthropologie historique, pour être plus précis. Alors, un petit que sais-je bien fait sur les origines de Rome, c'était l'objet de mon cours aujourd'hui, de Raymond Bloch. Alors là, c'est un pavé, mais dans ce pavé, il n'y a que 2 parties qui intéressent mon sujet d'aujourd'hui. C'est de Georges Dumézil, Mythe et épopée, 1er, 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, dans la collection Quarto chez Gallimard. Alors Georges Dumézil, c'est comme son livre ici, c'est un monument. J'ai cité ce grand savant tout à l'heure, il connaissait une 50aine de langues. Il connaissait, je ne sais, plusieurs dizaines de langues mortes. Des langues qu'il était seul à connaître pratiquement. Je sais qu'il y a une langue qu'il a recueillie et qu'il ne pouvait plus parler qu'avec un seul paysan dans je ne sais quelle vallée du Caucase. C'était les derniers locuteurs de cette langue, qui descendaient, c'était un ossète, si mes souvenirs sont bons, qui descendait des Scythes qui se sont battus jadis contre les Grecs.
Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que maintenant, en regardant la page de couverture, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'ils y ont placé Gilgamesh, hein, qui est en fait un héros mésopotamien. Donc je ne vois pas du tout ce que ça vient faire ici, parce que Gilgamesh, hein, il fait partie de l'univers sémitique. Or, Dumézil s'est intéressé aux Indo-Européens. Alors dans cet ouvrage ici, en tout cas dans le tome 1 et le tome 3, puisqu'ici il s'agit en fait d'un recueil d'ensemble, il est question des origines de Rome et de ce problème de la trifonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure. La République romaine de François Inard, en que sais-je. Alors ça, vous pouvez faire l'achat de ce genre de bouquin, hein, ça coûte pas cher. Hein, ce sont d'excellents livres. Il y a 128 pages comme dans tous les que sais-je. Il n'y a pas comment dirais-je, vraiment vous pouvez vous le permettre. Les villes romaines par Pierre Grimald, j'ai déjà cité souvent cet auteur, en que sais-je. Alors, de Raymond Chevalier, Sciences et techniques à Rome. Alors, un ouvrage global sur l'histoire de Rome d'Aldo Schiavone, l'histoire brisée, la Rome antique et l'Occident romain, moderne plutôt, chez Belin. Alors moi, ça c'est un niveau supérieur, hein, quand vous posséderez bien plus que les rudiments d'histoire romaine. Cet ouvrage est un ouvrage très intelligent qui essaye de montrer, hein, qui essaye de comprendre pourquoi la civilisation romaine s'est effondrée comme ça, qu'il a fallu tout recommencer à partir du Moyen-Âge. Enfin, un ouvrage d'un grand spécialiste de Rome, sous forme d'interview, de Paul Veyne, le quotidien et l'intéressant. C'est vraiment, comment dirais-je, passionnant à lire, parce que c'est, comment dirais-je, ce sont les confidences d'un historien de Rome qui explique toute sa carrière, ses passions, ses intérêts. Voilà, j'ai dit.